Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie déjà de votre invitation. Merci à chacun de s'être déplacé, d'être venu. J'espère que je vais pouvoir répondre à beaucoup de questions. Pour me présenter, donc médecin depuis une trentaine d'années et dermatologue à la base, toujours dermatologue, versé dans le stress depuis 30 ans également, puisque gérer tous les problèmes de peau, eh bien, c'est gérer également beaucoup de stress. J'en ai fait une spécialité. J'ai donc, M. Pinot-Vargas va parler du livre. On rentre d'emblée dans le sujet parce que j'ai beaucoup de choses à dire. J'anime des formations en entreprise, des journées entières, et réduire à 20 minutes, c'est une gageure. On va essayer de le faire. Déjà, il faut planter le décor. Le problème du stress, vous voyez un peu les chiffres qui s'affichent, est un problème énorme, un problème de société énorme. Donc 3 milliards d'euros, c'est une estimation de ce que coûte le stress à la société. Alors on peut vous demander pourquoi. Eh bien ce sont les arrêts de travail. Le stress représente 50% des arrêts de travail, et en fait ce n'est pas tout à fait vrai, c'est plus que 50%, parce qu'il y a beaucoup de pathologies qui sont dérivées du stress, comme des lumbagos, des torticolis, qui sont donc des problèmes d'incapacité de travail liés secondairement au stress. Donc les arrêts de travail, les pensions d'invalidité, tout ce coût qui pèse sur notre société. 3 milliards d'euros, je parle à des experts comptables, pardonnez-moi pour les chiffres, hein, vous êtes beaucoup plus compétents que moi. J'ai quand même mis une estimation, c'est la moitié du déficit de la sécurité sociale. Alors, pour planter le décor, parler du stress dans le temps qui m'est imparti, nous allons d'abord, je vais aborder le côté médical de la chose. Je pense que c'est ma part de travail. Je laisserai ensuite à M. Thuil la partie plus professionnelle, plus spécifique à votre profession d'expertise comptable. Alors, définir les choses, c'est très important parce que tout le monde parle du stress, et est-ce qu'on sait vraiment de quoi on parle? Nous parlerons également un petit peu de ce qui se passe dans le cerveau, et vous verrez qu'on n'a pas envie de se rendre malade. Je vous dirai juste un petit mot sur cette méthode que j'ai développée, la neuroénergie, enfin, et donc sur l'analyse du stress professionnel, tout ça en un temps record. Et si je respecte bien le timing, j'aurai même de quoi vous donner des astuces quand on est pris un petit peu par un stress aigu, quand on a envie de se libérer un peu, des astuces respiratoires, de contraction, décontraction musculaire. On va essayer de le faire. Alors, la définition du stress, ça c'est très important. Sachons de quoi on parle. Eh bien, l'Organisation mondiale de la santé, même l'Agence européenne de la santé, s'accorde pour donner une définition simple. C'est-à-dire que la personne qui est soumise à une agression, une menace, une situation donc, où elle se sent en péril, lorsqu'elle ressent que ses ressources de réaction sont supérieures à la contrainte qui s'exerce sur elle, ben, la personne va s'en sortir. Mais lorsque elle sent que la contrainte dépasse ses capacités de ressources, donc vous voyez que la balance s'inverse, et bien là, il y a réaction de stress. En blanc, je ne vous dirai pas toujours ce qui est écrit, mais vous trouvez des mots importants comme cette baisse de productivité là qui est écrite sur le fait de l'absentéisme dont nous parlions tout à l'heure. Et il y a un autre phénomène de société, ce qu'on appelle le présentéisme. Ce sont des personnes qui sont là physiquement parce qu'elles ne peuvent pas forcément s'arrêter, mais la tête est ailleurs. Et donc forcément la productivité en prend un coup. Il y a une définition plus médicale du stress, c'est l'ensemble des réactions biologiques, physiologiques. Physiologique, ça veut dire ce qui est naturel. On va voir que le stress, avant tout, comme le disait M. Pinheiro-Vargas, c'est avant tout quelque chose de naturel. Et les conséquences psychologiques, donc d'une personne qui est soumise, comme on le disait, à une agression, une menace, une situation imprévue. Alors on va prendre un exemple banal, très parisien, pour illustrer un petit peu cette réaction au stress. Donc peut-être que vous trouverez cet exemple un peu trop exotique, alors on va en prendre un autre, encore plus courant, encore plus banal. Donc je vous présente le champion du monde de cyclisme qui a réussi à battre tous les records de vitesse et de grimpe dans cette situation. Alors pour définir ce qui se passe dans la réaction de stress, nous sommes allés interviewer ce brave cycliste qui nous dit qu'avant tout la réaction de stress est une réaction normale, salvatrice, parce qu'il est en train de sauver sa vie. La réaction de stress, c'est l'adaptation biologique et psychologique à la situation. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, dans l'exemple que nous prenons, que j'ai volontairement bien sûr pris caricatural, eh bien la personne
va avoir une adaptation biologique en ce sens où la circulation sanguine va se concentrer pour alimenter le cerveau et les muscles, en particulier les muscles de ses jambes. L'esprit va être, comme dans des œillères, axé sur une seule chose, là, en l'occurrence, battre les records de vitesse pour sauver sa vie. Alors, la circulation sanguine va être organisée comme ceci, aux dépens, par exemple, de la digestion, aux dépens des fonctions urinaires. C'est pas le moment d'aller faire pipi, vous avez compris. Alors, nous allons continuer à interroger notre cycliste qui nous dit que cette réaction de stress, elle est coûteuse en énergie. Elle est coûteuse en énergie physique et psychique. Vous comprenez bien qu'après cette course, ou après avoir été soumis à un stress, pour parler maintenant d'une manière plus générale, on se sent un petit peu vidé, n'est-ce pas? Alors ce pauvre ours qui n'arrivait pas à rattraper sa proie, nous sommes allés l'interroger également. Voilà ce qu'il nous dit, qu'une réaction de stress, elle peut être aiguë, celle-ci, elle est pénible, mais elle n'est pas trop péjorative. Mais lorsque le stress devient trop intense, ou alors trop prolongé, et bien alors la réaction de stress n'est plus une réaction normale et salvatrice, elle arrive à user l'organisme et elle n'est plus adaptée à la situation. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Je prends la part médicale de l'analyse du stress aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Il y a quelque chose de magnifique à retenir. Quelle que soit l'origine du stress, l'analyse cérébrale du stress sera toujours la même. C'est-à-dire que l'information stress qui arrive à l'individu, que ce soit par rapport aux yeux, il a vu une situation extraordinaire, ou il a entendu une explosion, ou il a senti une araignée qui est en train de grimper sur son bras, n'importe quel organe des sens informe le cerveau, cette information va être traitée avant toute chose par le thalamus. Le thalamus, c'est cette boule orange que je vous ai montré au centre du cerveau, qui va transmettre l'information à l'organe principal de gestion du stress qu'on appelle l'amygdale. L'amygdale, ça veut dire en forme d'amande. Et l'amygdale, elle gère les émotions, les stress, les peurs. L'hippocampe, c'est cette petite queue qui est autour du thalamus. Eh bien, elle fait une analyse de l'apprentissage de ces expériences que l'on a vécues de stress et en garde la mémoire de ces émotions. Et enfin, le cortex préfrontal, c'est-à-dire c'est le cortex qui est derrière le front, qui, lui, ajoute une analyse consciente au problème de stress. Vous avez une image ici encore plus parlante de l'amygdale. Donc l'amygdale, c'est ce petit élément, le thalamus, l'hippocampe, que vous avez ici encore de manière plus imagée. Qu'est-ce que ça nous apporte, cette histoire? Ça nous apporte le fait que, quelle que soit l'origine du stress, nous aurons la même analyse dans le cerveau, et cette analyse va avoir des conséquences, puisque je vous ai signalé que le thalamus et ces petites structures sont au centre géographique du cerveau, mais ce n'est pas seulement le centre géographique, c'est également le centre de commande du cerveau. Le cerveau va pâtir de toutes ces informations lorsqu'elles dépassent les capacités de réaction du sujet. Et donc pâtir dans différentes directions, qui sont des fois des réactions, des domaines de fragilité, de prédisposition fragile de tel ou tel organe. Alors, je passe sur la physiologie du stress, on l'a vu. Gardez en tête qu'également le cerveau, qui est ce centre de commande de l'individu, distribue cette énergie vitale à l'ensemble du corps. Un exemple très simple et caricatural également, vous savez bien que si un nerf est coupé, bien, tout le membre s'atrophie. Il perd la motricité, il perd la sensibilité, la peau s'atrophie, tout dépérit, en raison de l'interruption de cette énergie vitale qui est transmise dans tout le corps. Lorsque cette énergie vitale est perturbée parce que le cerveau a encaissé, si je puis dire, une dose de charge, une dose de stress trop importante, eh bien, ça va créer comme des courts-circuits dans notre machine cérébrale qui aura un retentissement sur tel ou tel organe. Alors, le cerveau a deux fonctions, encore une fois très schématiquement. La partie consciente, je veux bouger mon bras, je le bouge. La partie inconsciente, c'est tout ce qui fonctionne, qui a l'air tout seul, on appelle ça le système nerveux autonome.
On ne réfléchit pas à ce que le cœur batte, à ce que les poumons doivent respirer, à ce que la digestion se fasse. Eh bien, c'est le système nerveux autonome est la grande victime du stress, parce que l'on appelle la somatisation, c'est-à-dire l'influence physique du stress. Alors, nous arrivons à cette page qui m'importe énormément, avec ce titre « Arrêtons de se rendre malade », puisque le stress peut atteindre les différents organes par le biais de ce que je viens de vous décrire, même rapidement. Le syndrome d'anxiété, c'est quoi la différence entre le stress et l'anxiété? C'est quoi la différence entre le stress et l'anxiété? C'est pas facile comme réponse, mais vous allez voir, c'est très simple. Le stress, le sujet stressé, il est stressé pour une raison précise. Il a eu une surcharge de travail, il a eu sa femme, sa belle-mère, tout ce que vous voulez. Il a une raison précise pour être stressé. L'anxieux, il a les mêmes symptômes, il se sent pas bien, il est moite, le cœur qui bat, etc. Mais il n'y a pas de raison précise. C'est flou, il n'y a pas de cause réelle. Donc vous voyez qu'à force d'être stressé pour une raison précise, on peut en devenir anxieux, c'est-à-dire avoir ces symptômes en permanence, sans qu'il n'y ait de raison. L'insomnie, l'épuisement de l'organisme, à force d'être usé comme ça par ces sentiments de stress, et on parle à ce moment-là de dépression et de burn-out. La différence entre dépression et burn-out, elle a fait couler beaucoup d'encre. En fait, le burn-out s'assimile, bien que tout le monde ne soit pas d'accord à dire que c'est exactement la même chose, le burn-out s'assimile à une dépression d'épuisement avec composante travail. Alors ça permet au moins de fixer les affaires. La dépression d'épuisement, c'est une notion que l'on connaît de longue date, mais avec cette spécificité travail. Les prises de poids, les pathologies digestives, les pathologies musculaires, articulaires, le stress crée des crispations musculaires. Alors au niveau digestif, c'est des crampes. Au niveau du trapèze, ça va donner des torticolis, ça va donner des lumbagos par crispation musculaire. Les crispations musculaires des muscles, on en a également dans nos artères, et ces crispations musculaires peuvent donner de l'hypertension artérielle, elles peuvent donner des accidents cardiaques, elles peuvent donner des accidents cérébraux qui sont si malheureux, et donc vous voyez combien le stress chronique peut atteindre un niveau de gravité extrême. Et en dernière ligne, vous avez une ligne qui est douloureuse à lire, mais le stress crée une immunodépression. Aujourd'hui, c'est clairement démontré. L'immunité diminue lorsqu'on est stressé de manière chronique. Et bien, il ne s'agit pas forcément d'attraper tous les rhumes qui passent, certes c'est vrai, mais on peut en arriver à des extrêmes comme le cancer. Le burn-out, puisqu'on vient d'en parler, je laisserai mon ami M. Thuil en parler plus longuement, mais le burn-out désigne la mèche en fin de combustion. C'est les Anglais qui ont donné les Américains qui ont donné ce terme. C'est savoir s'enflammer pour son travail jusqu'à s'éteindre. Et c'est la raison pour laquelle, si vous avez l'expérience de personnes tombées en burn-out autour de vous, ce sont les meilleurs qui tombent parce que ce sont les personnes qui sont le plus affectivement investies dans leur travail. Le burn-out a une définition avant tout clinique. Je vous ai donné un moyen mnémotechnique, le sujet est lessivé, c'est-à-dire qu'il est épuisé, c'est le lessivé, épuisé, cet épuisement. Il est cynique, c'est-à-dire que ce qui avant motivait de manière la plus affective possible son travail, et quelle que soit donc l'activité, par exemple, imaginez l'expert comptable qui ne puisse plus supporter les chiffres alors que c'est quand même son domaine. Il devient cynique à ce sujet. C'est le médecin qui ne supporte plus ses patients, il va dire qu'est-ce que c'est ces gens et toutes ces maladies. Vous voyez ? Et le vide émotionnel, le sujet, il est comme s'il était débranché. Il est vidé. C'est la maman qui, le matin, n'arrive plus à se lever, accompagner ses enfants à l'école, faire à manger, ça compte plus pour elle, comme si elle était débranchée. Donc le sujet lessivé, vous voyez, retenez ce terme. Le burn-out représente la forme majeure de stress chronique. Il ne faut pas oublier toutes les personnes qui sont avant ce stade-là, c'est-à-dire qui sont en stress chronique sans en arriver à l'extrême. Et il vaut mieux toujours prévenir que réparer. Je compare le stress le burn-out à un vase brisé. On aura beau recoller les morceaux, ça ne sera jamais comme avant. Alors le stress, on peut l'analyser en 3 phases. Il y a la phase d'alarme, la phase de résistance, c'est-à-dire que
le sujet met en route toutes ces capacités de résistance, et puis on a beau être résistant, il y a toujours une limite, on arrive à la phase d'épuisement. Les stresseurs, vous les connaissez par cœur, ce sont les exigences quantitatives, les exigences qualitatives, vous êtes bien placé pour les connaître, on exige de vous une excellence dans les résultats. Est-ce que vous, expert comptable, moi-même médecin, est-ce qu'on a le droit à l'erreur? Je ne pense pas. Et qui plus est avec la pression de judiciarisation qui se fait actuellement sur la profession. La monotonie, le poids qui pèse sur les femmes avec la double journée des femmes, les contraintes physiques, les réformes qu'il faut à chaque fois enregistrer donc, et acquérir pour rester toujours performant dans son travail. Karasek, génial. C'est un psychologue américain dans les années 70 qui a établi un schéma qui, en une image, résume le stress au travail avec la demande psychologique, le poids de la demande psychologique qui est faite au sujet, l'autonomie décisionnelle, l'autonomie qui lui est donnée, qui lui est laissée pour pouvoir gérer ses missions, et enfin le soutien social qu'il reçoit. Le soutien social, ce n'est pas forcément les syndicats. On peut parler de ses collègues, on peut parler de son N+1, on peut parler de sa famille, qui apporte donc un soutien. Voilà le schéma de Karasek, le modèle de Karasek. Vous voyez donc en vertical donc le contrôle qui lui est laissé à la gestion de son propre temps. La demande, ça représente la pression psychologique, la demande psychologique qui est sur lui, et en profondeur le soutien. Et vous voyez qu'on peut avoir une demande élevée, mais si on laisse un contrôle, une autonomie décisionnelle au sujet, eh bien il reste dans un cadre de travail certes intensif, mais sain, de par simplement cette autonomie décisionnelle qui lui est laissée. La gestion du stress, la solution à la gestion du stress, elle passe pour moi essentiellement par une moralisation des relations professionnelles. Pardonnez-moi de vous le dire de manière aussi franche, j'ai bien réfléchi à la question. Je ne pense pas que ce soit d'installer des tables de ping-pong, des baby-foot dans le milieu du travail qui va, donc ce cocooning vers lequel on est en train de nous pousser aujourd'hui, qui va solutionner le problème au stress, mais de réinstaller et de donner la priorité à ce que j'ai nommé ici des règles d'or, c'est-à-dire des relations bienveillantes, des relations de gratitude, de respect de l'individu et un dialogue propre. Alors je n'ai pas le temps de tout vous dire aujourd'hui, mais je vais vous le dire d'une manière un peu spéciale. Excusez-moi de passer vite sur des choses que je n'ai plus le temps de dire, mais vous voyez, je vois trois sortes d'individus dans la gestion de leur vie ou de leur travail. Il y a des personnes qui voient leur vie avec des œillères. Ça me concerne, ce qui est à côté, bon, c'est pas mon problème. Vous avez des personnes qui sont des mercenaires dans leur travail comme dans leur vie privée. C'est-à-dire ils peuvent tuer père et mère pourvu qu'ils arrivent. Et puis en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est travailler et vivre avec eux. Alors la bienveillance, je vais vous l'expliquer d'une manière un petit peu spéciale. Vous voyez, un jour, je m'étais garé, et puis je vois une vis à côté de ma roue. Alors déjà, je remercie le bon Dieu de ne pas avoir roulé dessus, parce que ça aurait été une crevaison, c'est toujours pénible. Puis je me suis dit, bah mince, mais qu'est-ce que ça fait une vis en plein milieu de la route quand même? Alors je me suis rappelé ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui vivent avec des œillères, c'est-à-dire qu'eux qui avaient vu précédemment cette vis, mais c'est pas mon problème, c'est pas leur problème, donc on laisse. Il y a le mercenaire, c'est peut-être lui qui a volontairement mis pour faire trébucher quelqu'un, ou alors qu'il a laissé tomber, mais c'est pas grave. Et puis il y a moi je l'ai ramassé. Et puis depuis que je ramasse les vis, regardez un petit peu. C'est presque... Hein, regardez, il y en a un. Ah, je peux vous dire qu'il y en a un. Alors moi je me suis dit, mais combien de vis dans cette société? Parce que moi aussi j'en ai été victime, mais vous savez, les vis c'est aussi des pots de banane, et vous trouvez des gens dans le milieu du travail qui sont capables de poser des pots de banane devant vous, n'est-ce pas? Voilà, alors c'est une façon un petit peu imagée et de vous montrer, de vous définir la bienveillance. Ça prend 1 minute, j'ai dépassé mon temps, c'est pas grave. On me laisse, j'ai la permission. Alors regardez, je vais vous donner un petit exemple de bienveillance, et on va se dire une chose, c'est que si des tortues sont capables de le faire, combien plus nous, êtres humains, devons y arriver. Au passage, je vous montre que la tortue qui est en mauvaise position, elle a le ventre creux. Le ventre creux, c'est un mâle. Et donc, vous voyez que madame est en train d'aider monsieur. Donc, j'aime bien relever ce problème, ce fait,
pour la parité homme-femme. J'aurais aimé qu'ils lui disent merci quand même. Hein. Soyons positifs, c'est aussi une façon de voir sa vie, une façon de voir sa vie professionnelle comme privée. Être positif, ça s'exprime au niveau de la pensée positive. Je n'ai pas le temps de tout vous dire aujourd'hui. La parole positive, on va en dire un mot. Le regard sur la vie, le regard sur les événements, les actes positifs. Alors, il y a, vous savez, une fois j'étais dans une entreprise et le responsable me dit « On ne va pas encore nous parler du dialogue en entreprise, il y en a marre. Alors, écoutez, regardez, il y a un chercheur japonais, Masaru Emoto, qui a consacré sa vie à l'action des vibrations sur l'eau. Alors, il a fait des études pas possibles et jusqu'à arriver à faire cette expérience en chambre froide sur des gouttes d'eau où on prononçait un mot. Un mot, la parole, c'est une vibration. Et donc, analyse au microscope en chambre froide de ces gouttes d'eau en train de cristalliser. Et vous voyez que devant des mots positifs comme love, thank you, on voit un très beau cristal se former. Devant un mot péjoratif, il n'y a pas de cristal du tout, alors une image affreuse. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, regardez. Les molécules d'eau, vous savez bien que c'est H2O, l'oxygène, avec deux hydrogènes qui sont fortement liés. Seulement, l'hydrogène en blanc, il est attiré par l'oxygène de l'autre molécule. C'est pour ça qu'un verre d'eau, ce n'est pas un sac de billes. Les molécules sont liées entre elles par des liaisons électromagnétiques. C'est la théorie de la mémoire de l'eau. C'est-à-dire que lorsqu'on imprime un contact avec l'eau par une vibration ou par un contact, elle garde une structure électromagnétique des molécules qui est schématisée ici, et donc qui va avoir une action possible. C'est la base de l'homéopathie. Mais, l'être humain est composé à 65% d'eau. Donc quand je vous parle du dialogue en entreprise, quand vous parlez mal à quelqu'un, bon, vous lui avez fait du mal au plan intellectuel, mais même au plan physique, il a reçu une claque. Donc, vous voyez combien cette façon d'expliquer la chose vous montre la particularité du langage. Je vous signale au passage que le langage, c'est ce qui différencie l'homme du monde animal. Nous sommes dotés d'un langage pour en faire quelque chose de bien, pas pour nuire à nos collègues. Voilà, donc parce que vous avez compris que avec le langage on peut construire, on peut détruire, et il vaut mieux encourager ses collègues, il vaut mieux encourager ses subordonnés que de les détruire. La neuroénergie, je vous en dis juste un mot, c'est ce que j'ai mis au point, c'est la stimulation de certains points que j'ai identifiés de manière énergétique qui permet de faire diminuer de manière considérable le stress. Voilà, ça vous parle un schéma comme ça quand même, vous experts comptables quand même, hein. 63% de diminution du stress, c'est une belle réduction quand même, hein. C'est un beau chiffre, hein. Alors alors j'ai dépassé, hein. Bon, alors les modérateurs du stress, du bon sens, une hygiène de vie, préserver le sommeil, réduire les excitants. Il faut dormir 7 heures, c'est pas à coup de café qu'on va passer sa journée, c'est ridicule. L'exercice physique, c'est démontré, c'est un élément de santé important, c'est un élément de santé cardiaque, digestive, intellectuelle, c'est quelque chose d'important. Chacun sa planète. Celui qui est capable de faire du footing, il fait, mais au moins de la marche. Ça, c'est accessible à tout le monde, quel que soit son âge, quel que soit son poids. Réduire autant que possible par une organisation de vie l'incidence de la vie privée sur sa vie professionnelle, et donc avoir des bonnes relations avec ses collègues. Ce qui permet de s'adapter en repoussant ses limites. Alors, le corps au service de l'esprit, j'aurais dû y arriver avant, mais c'est cet ensemble d'exercices respiratoires, musculaires, d'imagerie mentale, pensée positive, de posture que je n'ai pas le temps de vous traiter, mais je vais vous parler 2 mots de la posture. La posture, c'est un élément important qui a été étudié par un chercheur américain, Amy Cuddy, qui a défini que des postures de gagnant, à la Wonder Woman, ou alors à celui qui vient de marquer un but, ou alors à celui qui est vraiment très à l'aise dans son travail. Vous voyez, ce type de posture gagnante, maintenue pendant 2 minutes,
permet de faire baisser de 20%, c'est une belle réduction, 20% de réduction, du cortisol qui est l'hormone du stress, et permet de faire augmenter de 15% les hormones anti-stress. Donc, c'est un élément capital. Donc, vous voyez, un élément comme ceci, c'est facile et c'est discret quand même d'avoir une attitude comme ceci. C'est un peu plus discret que celle-ci, mais on ressent un bien-être avec cette attitude de gagnant par rapport au contraire à se tenir de manière, comment dire, enfermée. Et donc la posture, la posture donne de la force. Donc comme le petit poussin se sent grand. Est-ce que j'ai le temps? Non, ça, chérissez la vie parce que la santé c'est capital. Est-ce que j'ai le temps de vous parler du bonus? Il fallait oser. J'ai dit 20 minutes pour en faire 30 minutes. Voilà. Bien que... il fallait oser vous présenter 1 plus 1 égale 1 devant un parterre d'experts comptables. Excusez-moi, mais regardez, c'est très simple. C'est très simple. Le système nerveux conscient, le système nerveux autonome, c'est un seul et même système nerveux. 1 plus 1 égale 1. L'événement A et l'événement B, c'est la vie. 1 plus 1 égale 1. L'employé numéro 1 et l'employé numéro 2, mais c'est l'entreprise. Donc 1 plus 1 égale 1. Les employés, la direction, c'est l'entreprise. 1 plus 1 égale 1. Et enfin, la vie privée, la vie professionnelle, c'est la vie tout court. Donc 1 plus 1 égale 1. Voilà.